Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Alors Claire est à la tête d'une famille franco-péruvienne. Elle est française, son mari est péruvien et ensemble ils ont 3 enfants. Elle va nous raconter leur parcours de vie qui s'établit entre le Pérou, la France et le Canada où ils sont installés aujourd'hui. On va aborder différents sujets liés forcément à la diversité qui règne au sein de leur famille. Claire va nous expliquer un petit peu les défis qu'ils rencontrent et puis aussi les bienfaits, en tout cas de la manière dont ils profitent d'avoir grandi dans 2 environnements complètement différents et de proposer à leurs enfants une enfance dans un 3e environnement. Qu'est-ce que ça change pour eux? Qu'est-ce que ça leur apporte? Claire va nous expliquer tout ça. Et il se trouve que Claire est aussi l'autrice d'un roman jeunesse dont elle va nous parler. C'est un roman qui se passe au Pérou et qui s'intitule « Les voyages extraordinaires de Mia et Noé ». Je vous laisse écouter l'épisode pour en savoir plus, mais je vous invite déjà très chaleureusement à le commander. Bien sûr, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est un très chouette roman pour les enfants à partir de 9-10 ans et qui les fera voyager au Pérou et qui leur fera apprendre plein de choses. Vous verrez à la fin de l'épisode, on s'arrête un petit peu brusquement puisqu'un petit bébé qui avait faim nous a interrompus. Mais en tout cas, j'ai pas vu le temps passer pendant ma conversation avec Claire. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Tu vas nous faire voyager de l'autre côté de l'océan. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'entendre ton histoire et de recueillir ton témoignage aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît, toi et ta petite famille? Oui, alors moi c'est Claire. On est une famille franco-péruvienne. Donc j'ai rencontré mon mari suite à un voyage en sac à dos au Pérou en faisant du volontariat. Je pense que comme beaucoup, en fait, j'avais prévu de faire un grand voyage, mais qui s'est vite arrêté avec lui. Et donc, presque 9 ans plus tard, me voilà mariée et on vient d'accueillir notre 3e enfant. Et nous, par contre, on a choisi de poser nos bagages au Canada. Donc, c'est ni la France ni le Pérou qui l'a emporté, c'est le Canada. Ok, on va revenir là-dessus, je pense. Quel âge ont les enfants? Alors, Maya, elle a 7 ans et demi, Noah, il a 5 ans, et Léon, qui a tout juste 3 mois. Voilà, donc un tout petit bébé qui vient d'arriver. Petit. Alors, tu disais, donc tu étais partie pour un grand voyage en Amérique du Sud ou plutôt en tour du monde? C'était quoi le plan? Alors, je connaissais déjà l'Amérique du Sud. J'avais déjà fait beaucoup de pays. J'avais fait l'Argentine, le Brésil, Cuba. J'avais fait le Chili. Donc, je connaissais déjà bien. Et au moment où je suis allée au Pérou, j'avais pas forcément prévu d'aller là-bas, mais j'étais dans une période de ma vie où je venais de découvrir les remèdes naturels, la spiritualité. Donc, je venais de lâcher mon appartement pour faire un voyage dans les pays où je pouvais pratiquer et apprendre un peu sur ces sujets. Donc, le premier pays sur la liste, c'était le Pérou. Et après, je voulais partir plus du côté asiatique, que je connaissais pas du tout. Mmh. J'avais juste fait l'Inde quelques années avant, mais j'avais vraiment envie de connaître la Chine, par exemple, ou le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Voilà, je me serais laissée porter. Et donc, c'est ça, mon mari, il avait un hôtel en Amazonie. Et donc, l'Amazonie, c'est un des endroits que je rêvais de connaître parce que là-bas, on soigne beaucoup par les plantes, par les soins ancestraux, tout ça. Donc, moi, j'avais super envie d'apprendre et de connaître tout ça. Et puis, voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis, on s'est plus quittés. Donc, tu es restée au Pérou. Vous êtes installée au Pérou, du coup, dans un premier temps? Non, on s'est installé d'abord au Canada. Moi, je savais que j'avais pas envie de vivre au Pérou parce que c'est pas forcément le pays que j'avais le plus aimé en Amérique du Sud. Et je vivais plus non plus en France depuis un certain temps, donc j'avais pas forcément envie d'y retourner. J'avais envie de connaître de nouveaux horizons. Et lui, en fait, il a un fils qui vit ici. Et donc, à l'époque, son fils, il avait tout juste 8 ans. Donc ça nous semblait logique déjà de se rapprocher de lui. Et aussi, comme on n'était pas mariés, il fallait qu'on trouve un pays neutre où on pourrait vivre et travailler tous les deux.
Donc, lui, il était déjà résident permanent au Canada et moi, j'ai fait une demande de PVT qui a très vite été acceptée. Donc, voilà comment on s'est retrouvés au Canada. D'accord. Donc, mais il avait un hôtel au Pérou, mais il avait quand même un statut de résident permanent déjà canadien. Ouais, Ok. ouais, c'est ça, parce qu'il avait vécu plusieurs années au Canada et il avait D'accord. déjà travaillé au Canada. Au Canada francophone ou anglophone? Francophone. Francophone. Donc, il parlait déjà français? Ouais, il parlait déjà français, ouais. Donc c'était intéressant parce que quand on s'est rencontrés, on parlait soit espagnol, soit français, mais avec un accent québécois. C'était complètement improbable, quoi, d'être au milieu de l'Amazonie et de parler français et québécois. Non, c'était franchement chouette. Et donc, bon, votre parcours après s'est construit entre la France, le Pérou et le Canada. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, les années qui ont suivi, on a un peu vécu sur les 3 territoires. Quand on vivait au Canada, je suis tombée enceinte donc de notre fille. Et donc là, c'est moi qui ai voulu rentrer en France. J'avais vraiment ce besoin de me rapprocher de ma famille pour accueillir ben, mon premier enfant. Et donc là, on est resté à peu près une année en France parce que ben on a vite eu de nouveau envie de partir. Et puis cette fois, c'est le Pérou qui a gagné. Donc on est parti au Pérou pour une année où on avait un projet en fait d'ouvrir un hôtel écologique. Donc comme on avait un petit terrain à Nazca, on s'est dit ben voilà, on a ce terrain qui est là qui nous permettrait de faire ce projet. Donc pendant presque une année on a travaillé à l'aménagement en fait, aux rénovations du bâtiment pour pouvoir ouvrir cet hôtel. Et au bout d'un an, donc l'hôtel venait d'ouvrir, Covid. Aïe. Donc, comment te dire que quand on vit au Pérou d'un hôtel en plein Covid, c'est un peu compliqué parce que bah, le tourisme a été complètement arrêté là-bas. Donc, on est retourné en France. Donc là, bah, pendant le Covid, on a eu notre deuxième enfant. Pendant cette période aussi, on est reparti un petit peu au Pérou, mais pas forcément pour s'installer. C'était plus pour échapper, on va dire, au Covid, parce que quand on vient d'avoir un enfant, voilà, déjà que le postpartum, c'est pas la plus facile des périodes. Donc en plus, en contexte Covid, on n'avait pas trop envie de vivre complètement reclus sur nous-mêmes, avec l'hiver, tout ça. Donc on est parti 6 mois en Amazonie. Donc après, on est revenu en France pour 3 ans cette fois. Et après, bah, on a eu envie de continuer à bouger. Mon mari n'a pas du tout, lui, il a jamais aimé vivre en France. D'accord. Ouais, à chaque fois qu'on venait, il a fait vraiment des efforts hein, pour trouver une façon de s'épanouir en France, mais ça n'a jamais fonctionné. Et moi, avant d'être maman, ben, je vivais plus non plus en France parce que j'avais beaucoup de mal à me sentir à ma place. Donc, une fois que j'avais moins ce besoin de me sentir aussi proche de ma famille, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart au Pérou? Est-ce qu'on va autre part? Ou quelles sont les opportunités pour nous aussi, que ce soit professionnel, que ce soit pour les enfants, qu'est-ce qu'on veut pour eux. Et donc là, il y a le Canada qui est revenu dans la conversation. On a commencé à en parler, voilà, à regarder ce qui serait possible pour tout le monde. Et en fait, il s'avérait que le Canada, c'était la meilleure opportunité pour nous à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, on est revenu au Canada. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est installé ici. Et on est très heureux. Alors, bon, du coup, j'ai pas mal de questions, mais j'imagine déjà, d'un point de vue professionnel, comment vous avez un peu articulé tout ça? Parce que c'est pas facile, tous ces changements quand même de pays, à chaque fois, c'est un changement de vie complet. Enfin, c'est ce que j'imagine, en tout cas, tu vas nous dire. Ouais. Alors pour moi, c'était assez facile parce que en fait, depuis 2015, je travaille à mon compte comme chargée de communication et rédactrice web. Ok. Donc en fait, j'ai mes clients en ligne et ça me permet de voyager et de travailler en même temps. Donc peu importe où je vis, ça fait pas vraiment de différence. Moi, j'avais juste besoin par contre d'avoir un visa pour vivre ici. Donc on a fait une demande de parrainage parce que mon mari étant toujours résident permanent, c'était assez facile pour ça. Et lui travaille dans le secteur minier. Donc lui, pour le coup, c'est en France que c'était compliqué de trouver du travail. Mais ici, il y avait pas mal de travail pour lui. Mais par contre, le problème du secteur minier, c'est que ça demande d'aller travailler sur place pendant un certain temps, donc très peu présent dans la famille. Donc ça veut dire que on le voyait
Il fallait, je dirais, 12 heures par semaine, Ah oui. du samedi matin au samedi soir. Donc, c'est là qu'on a recommencé à se poser des questions sur est-ce qu'il, lui, ça faisait un moment qu'il voulait se reconvertir aussi, qu'il avait plus envie de travailler dans les mines parce que ça collait plus du tout à ses valeurs et surtout cette envie d'avoir une qualité de vie en famille, parce qu'il n'avait pas spécialement envie de nous voir une semaine sur deux. Donc, du coup, il a changé de voie, il a trouvé un petit boulot à 10 minutes de la maison. Donc voilà, donc on a vraiment commencé une nouvelle vie où on passe beaucoup de temps en famille. Et c'est essentiellement ce qu'on voulait. Surtout que là, on se dit que les enfants sont petits, ils sont vraiment en demande de passer du temps avec nous. On est conscient que ça va pas toujours être comme ça et c'est ce qu'on voulait offrir en fait à nos enfants. En plus, le Canada, c'est vraiment un pays où la famille pour eux, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, tu vois, à 3h30, l'école est terminée. Donc, ça fait que nous, à 3h30, on est tous à la maison en train de partager le goûter ensemble et c'est le rêve pour nous, en fait. Ouais, c'est une qualité de vie incroyable. Ah ouais, vraiment, tu vois, l'école de notre grande, elle est au bout de la rue, la garderie parce que du coup, le système scolaire n'est pas tout à fait le même, parce qu'il commence vraiment l'école à 6 ans, et nous, il est de fin d'année, donc il va encore à la garderie. Mais pareil, elle est dans notre quartier, donc on a vraiment très peu de route à faire. Bon, du coup, le bébé, il a que 3 mois, donc il est encore avec nous. Mais se dire qu'on passe autant de temps en famille, il n'y a pas beaucoup de familles qui ont cette chance. Voilà, donc nous, on réalise vraiment que on a la chance de pouvoir faire ça et on en profite pleinement. Ouais, c'est génial. Et du coup, l'hôtel au Pérou, qu'est-ce qu'il en est advenu? Du coup, c'est mon beau-frère qui s'est installé dans le bâtiment pour pouvoir le maintenir. Mais c'est vrai qu'en étant un hôtel écologique, il y avait beaucoup de matières premières fragiles, donc très vite usées par le temps. Donc sans avoir l'apport de l'hôtel pour l'entretenir, disons que la structure est toujours là, mais qui fonctionne plus comme un hôtel. Ah oui, donc c'est pas un établissement ouvert au public. Non, il n'est pas resté longtemps malheureusement. On a toujours cette envie de travailler dans le tourisme et de pouvoir accueillir, d'avoir un lieu d'accueil comme ça, mais malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Oui, c'est ça. Bon, chaque chose en son temps. Mais du coup, ça serait une idée de reconstruire ce genre de vie au Pérou avec une offre touristique là-bas. Ouais, ça fait, enfin moi en tout cas, je suis carrément ouverte là-dessus. Après, avec 3 enfants, forcément, c'est quelque chose qui se réfléchit beaucoup, qui s'anticipe beaucoup. Autant il y a quelques années, quand on est parti, qu'on a vécu notre fille, on est parti à l'aventure en se disant, on verra bien comment ça se passe. Mais là, avec 3 enfants, on réfléchit différemment. C'est pas la même logistique, je dirais. Non, voilà. Donc, on va dire que l'envie est toujours là, mais on réfléchit beaucoup plus, on anticipe plus et on calcule plus. Mais par contre, c'est grâce à cette aventure, tu vois, que j'ai eu envie de partager cette partie de notre vie dans le livre que j'ai sorti en septembre. Ouais, tu veux en parler maintenant? Je pensais en parler un petit peu plus tard, mais vas-y. Ouais, ok. Non, tout simplement, je me suis inspirée de la vie qu'on a eue à Nazca pour raconter la vie de cette famille franco-péruvienne qui s'installe dans une ville très touristique. Est-ce que tu peux raconter un petit peu à Nazca pourquoi les touristes y vont? Il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Ouais, alors c'est vrai que le Pérou, c'est très connu. Quand on pense au Pérou, on pense forcément au Machu Picchu. Ouais. Mais nous, on vivait à Nazca et Nazca, c'est très connu pour des géoglyphes. Donc des géoglyphes, il faut imaginer des dessins gigantesques tracés au milieu du désert. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on en calcule plus de 300 dans tout le désert qui fait des kilomètres et des kilomètres. Donc il y a une zone qui a été on va dire, développé par le tourisme, mais il y en a vraiment énormément. C'est beaucoup de lignes géométriques et beaucoup de dessins d'animaux. Par exemple, il y a un colibri, il y a un singe, il y a une araignée. Et donc, l'idée, c'est de prendre l'avion pour être capable de voir, de survoler les lignes. Ouais, parce que en fait, ces dessins et ces lignes sont, c'est gigantesque, quoi. Les dessins de l'araignée, du singe, on peut pas le voir en se promenant depuis le sol. Il faut vraiment prendre de la hauteur pour se rendre compte du dessin qui est fait. Ouais, il y en a certains qui sont visibles parce qu'ils sont dessinés sur les flancs de petites montagnes.
Mais les principales, elles sont visibles en prenant l'avion, et sinon, elles font plus de 300 mètres de longueur, donc c'est juste impossible de voir depuis le sol. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces lignes, elles ont été redécouvertes il y a une petite centaine d'années. Et donc, dans ce livre, je parle aussi alors, il y a un côté très historique, très documentaire dans mon livre, parce que je parle vraiment de l'histoire de ces lignes. Il y a un côté imaginaire, science-fiction, mais il y a aussi une grosse partie qui reprend des vrais faits, des vraies histoires. Donc, je parle beaucoup de Maria Reisch, par exemple, qui est une chercheuse allemande qui a étudié pendant des années. Elle a passé plus de 40 ans dans le désert à étudier ces lignes, à tout calculer, à balayer le désert pour qu'on puisse mieux les voir. Oui, parce que ce que tu n'as pas dit là, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de mystères qui entourent ces lignes. On ne sait pas vraiment comment ils ont fait, ni pourquoi ils ont tracé soit les lignes géométriques, soit ces dessins. Parce qu'en plus, c'est tellement gigantesque que eux, à l'époque, donc je crois que ça date du quoi avant Jésus-Christ, 500 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. On estime, encore une fois, c'est un mystère, ça aussi, on estime moins 500 avant Jésus-Christ. Et donc à l'époque, forcément, ils n'avaient pas d'avion pour voir les résultats de ce qu'ils faisaient. Donc en fait, c'est assez mystique et en tout cas mystérieux. C'est ça. En fait, on sait ni pourquoi, ni comment, ni quand, ni qui. Tout est mystérieux au sujet de ces lignes, et c'est ça que je trouve fascinant. Ouais. Et c'est ça qui attire autant de chercheurs aujourd'hui. Et je joue un petit peu là-dessus parce qu'il y a même des légendes urbaines qui racontent que ça viendrait des extraterrestres. Alors moi, je me suis régalée à partir là-dedans en racontant que les enfants de mon histoire rencontrent un extraterrestre avec qui ils vont voyager dans le temps pour assister en fait à la naissance des lignes de Nazca. Donc parce que là-bas ils y croient vraiment, hein. Ils pensent même avoir retrouvé des momies extraterrestres, tout ça. Ah oui, c'est comment dire, c'est un peu l'histoire, j'ai envie de dire, qui prend le dessus là-bas chez les habitants de Nazca, les gens de la région. Ouais, en fait, si tu parles vraiment avec les purs locaux, pour eux, c'est tout à fait évident qu'il y a une vie d'extraterrestre. Parce qu'ils te racontent alors, c'est fascinant, parce que du coup, quand tu parles avec eux, ils te parlent de leur expérience d'en avoir rencontré. Pas forcément rencontré E.T., tout ça, mais d'avoir vu des lumières, d'avoir vu des choses inexpliquées. Là-bas, ça fait partie de leur histoire, en fait. Donc, c'est intéressant aussi de s'intéresser à tout ça parce que ça nous apporte un autre point de vue, parce que nous, notre point de vue complètement rationnel te dit oui, bien sûr, des petits extraterrestres. Donc voilà, faut être ouvert d'esprit, il faut respecter aussi leur histoire, leur tradition, leur point de vue. Et moi, j'aurais pensé, nous, on est allé du coup pendant notre tour du monde, on est allé à Nazca. Et on a adoré, survoler ces lignes, et on a adoré aussi écouter toute l'histoire. Donc on a visité le planétarium. Donc ton personnage a travaillé au planétarium, et les enfants vont, en tout cas au début de l'histoire, ils vont au planétarium de Nazca. C'est un peu là que ça va partir en vrille. Mais du coup, le personnage, il a travaillé, il y a des éléments un peu autobiographiques quand même dans ton livre, non? Exactement. Ouais. Et donc, ton mari, il a travaillé au planétarium de Nazca? Ouais, il a vraiment travaillé au planétarium. Ouais, d'ailleurs, son rêve, c'était d'être astronaute. Il est fasciné encore aujourd'hui par l'étude des étoiles, l'étude du ciel. Ici, on a un magnifique planétarium à Montréal, donc on adore y aller. Mais ouais, c'est ça en fait. Je joue vraiment entre la réalité et l'imaginaire pour intéresser aussi les enfants. Mais moi, je me suis vraiment régalée à écrire ce livre pour ça. C'est que je me base sur notre histoire personnelle. Ouais. Mais après, j'invente toute une histoire autour de ça. Ouais. Ça s'y prête vachement parce qu'à Nazca, il y a quand même vraiment tout ce mystère qui est là. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une ville très touristique. Mais bon, pas que, c'est quand même une assez grande ville qui est au milieu du désert. C'est assez impressionnant. Mais oui, il y a tout ce mystère avec ces lignes, et donc c'est assez génial. Et donc c'est un roman qui est pour les enfants ou pour les adultes qui sont encore un peu des enfants. C'est ça que tu mets au début. C'est ça, ouais. En fait, je me suis inspirée d'un livre espagnol qui s'appelle Ami, l'enfant des étoiles.
Je dirais que ça fait un petit peu penser au Petit Prince. Et en fait, dans Amy, l'enfant des étoiles, tu as énormément de messages qui sont très très beaux, des messages universels sur l'amour, sur la bienveillance. Et c'est ce que je voulais transmettre aussi à travers ce livre. Et du coup, il y a ce côté où les enfants rencontrent un petit extraterrestre et il transmet des messages, mais que nous, en tant qu'adultes, on est tellement dans notre vie, tu sais, il faut qu'on paye notre loyer, il faut qu'on rembourse notre crédit, il faut que on assure, tu vois, il y a ce côté on est obligé d'être très terre à terre, on pense à l'avenir, et du coup, on a perdu, tu vois, cette innocence qu'ont les enfants. Et il y a tout un passage dans le livre où le petit extraterrestre explique aux enfants tout ce qu'ils font de beaucoup mieux que les adultes. Et tu vois, la petite fille, elle dit, mais attends, mais non, les adultes sont plus intelligents que nous, ils savent mieux que nous, donc ils peuvent faire mieux que nous. Et là, l'extraterrestre, il lui explique, mais non, pas du tout. En fait, il y a beaucoup de choses que vous êtes capable de faire bien mieux que les adultes. Et il fait la liste, tu vois, de tout ce que les enfants font mieux que nous et comprennent mieux que nous. Et c'est pour ça que ce livre, je l'adresse aux enfants et à ceux qui ont réussi à garder cette part d'enfant en eux pour être capable de comprendre ces messages et de comprendre ces subtilités. Ouais. Et bon, je dois dire, bon, je l'ai pas encore terminé, mais j'ai bien avancé. Et c'est vrai que moi, j'adore aussi parce que, tout simplement, c'est un livre qui nous emmène quand même aussi dans la culture Nazca. Et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup aimé au Pérou, c'est que, je crois que c'est grâce aux Incas qu'on doit tout ça, l'Empire Inca qui était constitué finalement de plein de civilisations qui ont été regroupées. Les Incas avaient eu cette intelligence de garder le meilleur de chaque civilisation, de la meilleure technologie, les recherches les plus avancées, etc. Toutes les techniques d'agriculture, de plein de choses. Et il y a plein de civilisations au Pérou. Et donc voilà, avec ce roman, tu nous emmènes à la découverte aussi de la civilisation Nazca quelque part. Oui, et c'est voilà. l'idée aussi. Ouais. Même si c'est empreint de mystère, et donc forcément, il y a une grande part d'imagination aussi. C'est hyper intéressant et donc ça nous permet de voyager. Je pense que les enfants, ça va juste leur permettre de s'évader. Ils vont pas trop capter qu'en fait, ils apprennent aussi plein de choses. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais envie de permettre aux enfants, comme à leurs parents, parce que ça se fait bien aussi de lire en famille, de dire oui, tu savais qu'à Nazca, il y avait des aqueducs et que ça faisait une forme de spirale et que. Ouais, exactement. Voilà, c'était l'idée, c'était d'enseigner des choses en même temps tout en s'amusant. Ouais. Écoute, c'est réussi en tout cas. Je mettrai bien sûr le titre. Tu peux rappeler le titre ? C'est Les Voyages extraordinaires de Mia Inoue. Voilà, et il est disponible sur Amazon, en tout cas. Ouais, pour l'instant sur Amazon. Voilà, donc je mettrai un lien pour le retrouver dans les notes de l'épisode, bien sûr. Et donc, ce livre-là, tu l'as écrit depuis le Canada ? Ouais, c'était. Alors, j'avais déjà écrit un livre sur Cuba avant d'être maman. C'était en 2017, donc ça remonte, tu vois. Après, j'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours partagé mes écrits, tu vois, dans des carnets de voyage. Donc, du coup, c'était à travers un blog, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, tu sais, avant que les réseaux sociaux explosent. Et j'aimais, tu vois, le fait de partager de façon anonyme, parce que quand tu es sur un blog, t'as pas besoin de montrer ton visage, t'as pas besoin de parler de toi. Juste, je partageais ce que je vivais, les rencontres que je faisais. Donc, que ce soit mon expérience Erasmus, ou quand je me suis installée à Paris, ou après, quand j'ai fait mon voyage en sac à dos en Inde, tout ça. Mais il y avait toujours cette envie de passer du numérique au papier. Donc j'ai publié un premier livre donc sur Cuba en 2017. C'était un carnet de voyage illustré parce que j'avais voyagé avec un ami qui est illustrateur. Ok. Et entre-temps, en devenant maman, du coup, l'envie était là, mais on va dire que c'était pas ma priorité. Et puis j'avais pas envie d'écrire un livre pour écrire un livre, tu vois. J'avais envie de trouver un projet intéressant, d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Et je voulais vraiment que ça ait du sens. Donc, pour moi, d'écrire un livre destiné aux enfants, maintenant que je suis maman, ça prend tout son sens. Donc, voilà, j'avais commencé à écrire plein de petites choses, mais j'arrivais pas à avancer ou, tu vois, ça traînait. Là. J'étais en train d'écrire un livre depuis 2 ans, mais c'était très, très lent, l'écriture. Et en fait, il y a... Ouais, c'est ça, c'était en février. On a assisté à un salon du livre pour enfants.
Et j'ai rencontré un monsieur qui a écrit un livre sur Nazca, justement. Donc j'ai lu ce livre. Quand j'ai vu ce qu'il racontait, j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'incohérences. Je me suis dit, mais on peut pas raconter ça sur Nazca. Tu vois, et puis en plus, par exemple, il parlait d'ayahuasca. Et je sais pas si tu as eu ces expériences, mais pour nous, l'ayahuasca, c'est un thème qui est hyper sérieux. Et tu peux pas, tu vois, dans l'histoire, il disait que les enfants prenaient de l'ayahuasca. Alors pour moi, c'est une aberration de raconter que des enfants prennent de l'ayahuasca. Enfin, Tu peux expliquer ce que c'est ? L'ayahuasca, en fait, c'est une plante hallucinogène. En très, très résumé. Ouais. Une plante qui est hyper puissante et qui est vraiment sacrée en Amazonie, qui est à la base qui est utilisée uniquement par les chamans pour te connecter aux esprits. Sauf que si tu fais ça n'importe comment avec n'importe qui, ça peut être hyper dangereux. Donc moi, je suis team anti-ayahuasca. Je conçois et je respecte complètement qu'il y en ait plein qui aient de belles expériences avec ça, mais en fait, c'est tellement devenu un produit touristique que du coup, c'est vraiment devenu dangereux. Et toutes les personnes qui me disent qu'elles veulent aller en Amazonie pour prendre l'ayahuasca, je déconseille. Parce que voilà, faut bien se rappeler qu'à la base, c'est une plante utilisée par les chamans, donc les guérisseurs en Amazonie. Donc ça peut vraiment être dangereux de jouer avec ça et du coup de retrouver dans un livre pour enfants, de raconter qu'il y a des enfants qui prennent ça comme ils prendraient une camomille le soir, c'est un peu aberrant. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit mais attends, c'est mon mari, il m'a dit écoute, t'as vécu à Nazca, t'as des histoires à raconter aux enfants parce que tu as des connaissances, tu as un vécu, donc pourquoi tu n'écrirais pas cette histoire? Donc c'est là qu'est venue cette idée. Et là, par contre, l'écriture, elle a été hyper rapide parce que je crois qu'en 5 semaines, l'histoire, elle était là. Ah oui. Donc ouais, c'était bon. Après, je me suis replongée quand même dans des documentaires, que ce soit les livres ou les documentaires visuels. Et même sur les réseaux sociaux, je suis toutes les équipes, tu sais, de chercheurs qui travaillent à Nazca, les archéologues, tout ça. Donc j'ai refait un travail de recherche là-dessus, mais c'est surtout que je me suis souvenue de toutes les conversations que j'avais eues avec les habitants là-bas, que ce soit les guides touristiques ou avec les petites mamies du coin. Voilà, j'ai mis tout ça ensemble. Donc je me suis servi de tout ça pour écrire l'histoire, ça a été tellement fluide que voilà, ça s'est écrit assez rapidement. Et j'avais aussi envie d'intégrer ma fille au projet. Comme c'est une histoire qui s'adresse aux enfants et que dans l'histoire, il y a cette petite fille qui est tout le temps en train d'écrire ce qu'elle vit et de dessiner ce qu'elle voit, évidemment, c'est inspiré de ma fille. Et c'est comme ça qu'on en est venu à ce que ce soit elle qui fasse les illustrations du livre. Donc, le livre, il y a une partie écrite et il y a une partie aussi où on montre des photos de Nazca, de tous les sites qu'on peut vraiment connaître à Nazca, et des dessins, des personnages qui sont imaginés. Il y a plein d'éléments, tu vois, des tickets d'entrée pour aller au planétarium, des recettes de jus de fruits qu'on peut boire au marché local. C'est ça, c'est un vrai petit carnet de voyage, comme on l'aurait fait nous. Et est-ce que tu l'as lu à tes enfants ou peut-être que d'ailleurs ta fille aînée, elle sait déjà lire. Est-ce qu'elle l'a lu? Alors, j'ai voulu, mais ils en ont rien à faire. Ah mince. Alors, mon fils de 5 ans, lui, du moment qu'il n'y a pas d'animaux ou de dinosaures, comment te dire que voilà, ça ne l'intéresse pas. Et ma fille, elle est... Alors ouais, elle commence à bien lire. En fait, comme c'est quand même un public plus âgé, Ouais. parce que c'est plus destiné aux 9 ans et plus, tu vois. Du coup, elle a quand même du mal à se mettre dans l'histoire. Elle écrit beaucoup d'histoires. Elle écrit, tu vois, elle prend ses... D'ailleurs, je crois que j'en ai un ici. Tu vois, elle fait des petites bandes dessinées où elle écrit, elle dessine tout. Mais j'ai pas encore réussi à me poser avec eux pour leur lire cette histoire. Peut-être quand ils seront plus grands. Et mais pourtant, pas forcément, mais ça pourrait être un chouette moyen aussi de garder ce lien avec le Pérou pour eux. Ouais. Moi, c'est toujours un peu les questions que je me pose face aux familles multiculturelles comme vous. Et en plus, vous ajoutez un 3e pays. Tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes installé en terrain neutre. Alors, comment vous faites coexister ces 3 cultures dans votre famille? Je dirais que déjà, ça passe beaucoup par la musique. Ouais. Parce que déjà, on est une famille qui met tout
on est toujours en train d'écouter la musique, en train de danser. Tu vois, on commence la musique comme ça, la journée comme ça. Dès qu'on rentre de l'école, on met la musique. Donc beaucoup de musique latino, parce que moi j'écoute beaucoup de musique latino, peut-être même plus que mon mari. Mais c'est vrai que la musique, déjà il y a quelque chose de culturel. T'as la langue, donc tu vois, des fois ils te sortent des petits mots qu'ils ont entendus dans les chansons, mais ils savent même pas que c'est l'espagnol. À la maison, on parle essentiellement le français quand même. On se tape sur les doigts tous les jours avec mon mari de pas leur avoir assez parlé espagnol, parce que du coup ils comprennent un petit peu. Il y a plein de mots qu'ils disent en espagnol sans savoir que c'est de l'espagnol. Après, je fais pas trop d'efforts pour qu'ils connaissent la culture française, parce que c'est leur culture de base en fait, qu'ils ont essentiellement vécu en France et ils parlent français. Mais par contre, on va faire plein de choses pour les intéresser à la culture péruvienne. On a la chance de vivre près d'une grande ville, tu vois, de la ville de Montréal, où il y a beaucoup d'événements multiculturels. Donc dès qu'il y a des événements latinos, on y va. Dès qu'il y a des histoires qui se passent au Pérou, on va les intéresser là-dessus. Ou voilà, que ce soit des expositions, des événements, des foires. Des férias, tu vois, des concerts, des choses comme ça, on va vraiment les intéresser sur ce sujet. Après, mon mari, par exemple, il va tous les dimanches à la messe dans une église latino. Donc, nous, on l'accompagne, mais bon, on ne participe pas à la messe, parce qu'en fait, dans les églises latino, tu as l'étage où tu peux assister à la messe, et dans le sous-sol, tu as les cuisines avec un grand espace où les enfants vont pour jouer. Donc, on se régale, parce qu'on mange de bons petits plats d'Amérique du Sud, et en même temps les enfants ils rencontrent d'autres enfants latinos. Donc après je trouve qu'il y a aussi ce côté important où ils se reconnaissent culturellement, tu vois, parce que par exemple ma fille elle commence à prendre conscience de sa différence, que ce soit physique, que ce soit les autres enfants ici ils n'ont pas forcément papy et mamie dans un autre pays, ils sont pas aussi bruns, ils ont pas un papa qui parle avec un accent bizarre, ils ont pas, tu vois. Oui, alors les Québécois ils ont quand même aussi un accent bizarre en fait. Ouais, mais si tu les écoutes, non. Eh ben oui, bien sûr, c'est nous qui avons un accent bizarre. C'est nous les Français, on parle avec des mots bizarres, des accents bizarres. Eh ben ouais, bien sûr. Mais non, mais du coup, le fait que nous on soit des étrangers à l'étranger, je trouve que ça adoucit un petit peu la différence. Et puis non, après on est quand même dans une région. Tu vois, la région de Montréal, c'est un endroit où il y a énormément d'immigration, donc ça parle de toutes les langues, il y a de toutes les couleurs. Donc, tu vois, quand on était en France, par exemple, en plus on vivait dans une petite ville. C'était pas un village non plus, mais tu vois, mon mari, le Péruvien, c'était le Péruvien de la ville, quoi. Tu vois, ouais. c'était. C'est pas inaperçu. Voilà, autant que ce soit des Marocains ou des Portugais, des Italiens, ça, il y en a partout. Mais des Péruviens, pour le coup, c'est exotique, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y en a moins. Non, là, je pense que c'est ce qui nous a incité aussi à venir dans ce genre d'endroit, c'est de se dire que c'est tellement multiculturel ici que t'es forcément étranger d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et tu disais du coup, ton mari, il a jamais trop trouvé sa place en France. Est-ce que tu penses que c'est un peu dû à ça, qu'il était genre le seul Péruvien, quoi? Alors je pense pas, parce que même lui dans son éducation, si tu veux, il a toujours été différent même dans son pays. Parce que eux en fait donc ils sont une famille, ils sont 5 frères, et en fait il faut savoir que lui dans les années 80, au Pérou, tu avais ce qu'on appelle le Sentier Lumineux. Sentier Lumineux, c'est un gros organisme de mafia. Je dis ça en rigolant, mais c'est absolument pas drôle. Hein. C'est juste c'est une tragédie au Pérou dans les années 80, parce que il y avait un gros trafic de drogue un peu partout dans le pays, et toute une mafia qui se faisait autour de ça. Et il y a eu énormément de meurtres à cause de ça. Voilà, c'était une catastrophe. Et lui, à l'époque, il vivait en Amazonie. Et comme c'est là qu'on fabriquait l'ingrédient principal de la cocaïne, la feuille de coca, tu as beaucoup de familles qui ont été virées de chez elles pour pouvoir avoir des terres où on pouvait cultiver la feuille de coca. Donc lui, si tu veux, dans sa jeunesse, il a été habitué déjà à aller de ville en ville, dans des endroits plus isolés pour être sûr de ne pas être touché par tout ça. Donc lui, de son côté, il avait déjà
il a pas grandi comme les autres Péruviens, il a pas grandi, tu vois, toujours il me dit que, quand je lui dis, mais les Péruviens, est-ce qu'ils font ça? Il me dit, bah, les Péruviens, je sais pas, mais moi, dans ma famille, on fait ça. D'accord. Donc, il a déjà ce caractère il s'en fiche, tu vois, d'être intégré, il s'en fiche d'être comme les autres, parce que lui, il a grandi comme ça et c'est absolument pas un problème. Mais je pense qu'il y a ce côté déjà au niveau du travail, tu sais, en France, on est très attaché au travail, tu sais, on s'identifie par rapport au travail. Et lui, quand il expliquait qu'il était ingénieur minier, mais qu'il travaillait pas comme ingénieur minier, il y avait ce côté social où il faut que tu subviennes aux besoins de ta famille, il faut que tu aies ce statut social qui corresponde à ton métier. Et ça, c'est quelque chose que lui, il a jamais compris. Parce que il dit, mais en fait, mon métier, c'est ingénieur minier, mais c'est parce que je suis moi. Tu vois, lui, au fond de lui, c'est un amoureux de la nature qui veut vivre pour protéger la nature, les animaux. Donc, ça n'a rien à voir avec son métier. Tu vois, il y a ce côté en France, voilà, où que lui, il a jamais compris, il a jamais réussi à comprendre. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'en France, on est très attaché on est très paramétré, tu sais, en France. Il y a plein de choses qu'on a l'habitude de faire et qu'on continue à faire par habitude, sans se poser la question de pourquoi on le fait. Et lui, il est arrivé avec sa façon de faire complètement différente, où on lui a dit, mais pourquoi tu fais comme ça, t'es bizarre. Mais c'est vous qui le faites. C'est bizarre. Enfin, c'est vous qui êtes bizarre de faire ça sans savoir pourquoi vous le faites, en fait. Tu aurais un exemple? Oui, un exemple, c'est par exemple, tu vas pas faire manger des raviolis aux enfants pour le goûter. En effet. Parce que pour nous, c'est tu vas manger des gâteaux. Il dit, mais en fait, c'est de la farine et du sucre. Donc pourquoi ce serait pire de faire manger des raviolis parce que ça reste de la farine et pire, il n'y a pas de sucre, tu vois, dans les raviolis. Ou le concept de Noël aussi. Pour lui, c'est aberrant d'inonder les enfants de cadeaux, de dépenser une fortune en cadeaux, alors que les enfants, ils vont jouer avec les cartons et au bout de 2 semaines, ils en voudront d'autres, tu vois. Ils ont absolument pas cette notion de dépenser de l'argent, de combien papa et maman ils ont dépensé. Tu vois, ils vont pas se dire il faut que j'en profite beaucoup parce que papa et maman ils ont beaucoup dépensé pour ça. Non. Enfin pour lui, t'as pas besoin d'offrir des cadeaux. Ce qui est important, c'est le moment de qualité que tu vas partager. Et à côté de ça, on assistait à des repas de famille interminables où on va parler de choses qui ne l'intéressaient absolument pas. Et il comprenait pas le concept. Il comprenait pas. Il comprenait rien dans tout ça. Et voilà, et du coup, c'est vrai que lui aussi, il m'a aidé. Alors, moi, j'avais déjà ce côté-là où j'avais besoin d'analyser aussi pourquoi on fait les choses, tu vois, de déconstruire en fait des trucs qui sont sacralisés pour nous en France. J'avais ce truc de, tu vois, j'étais toujours celle qui faisait rien comme les autres. Tu vois, par exemple, moi, quand j'avais 18 ans, je savais déjà je me posais déjà la question de, mais pourquoi je voudrais avoir un CDI et pourquoi je voudrais passer ma vie à rembourser un crédit pour une maison où de toute façon je serai jamais. J'avais déjà ce truc en moi et le fait de le rencontrer et de faire ma vie avec lui, déjà, je me suis sentie comprise, moi, parce que j'avais pas besoin d'expliquer pourquoi je me posais toutes ces questions et pourquoi j'avais pas envie de tout ça, chose qui serait pas arrivée forcément avec un Français. Et puis lui aussi, je pense qu'il a dû se sentir rassuré d'être avec une Française qui le comprend. Mais ouais, je pense que pour tout ça, en France, moi déjà, ça faisait longtemps que, comme je te disais, que je trouvais plus ma place en France. C'est pour ça que j'en ai absolument pas voulu de pas trouver sa place non plus, hein, parce que si moi en tant que Française j'ai du mal à m'y sentir bien, alors lui en tant que petit Tarzan, je comprenais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça aurait peut-être été différent si ça avait été un Péruvien qui avait grandi à Lima. Exactement. Ouais, je pense, ouais. Le fait d'avoir vécu en Amazonie, forcément les centres d'intérêt, les questionnements, les besoins sont à 1000 lieues de ce qu'on peut vivre en effet dans un quotidien occidental bien rangé, quoi. Ouais. Non, et puis du coup, moi pour ma famille, c'est pas toujours évident de comprendre son point de vue, notre point de vue du coup. Après, ça fait partie des chamboulements aussi quand tu ramènes une personne étrangère. Moi, je trouve que c'est un enrichissement, mais je conçois que ce soit pas facile pour tout le monde. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on a eu ce besoin de prendre des distances parce que quand on vivait en France, surtout quand tu as des enfants, je trouve que t'es très facilement jugé, tu sais, sur dès que tu fais quelque chose qui est un petit peu différent par rapport à l'éducation des enfants, t'es très vite jugé.
déjà qu'en tant que maman, on a le jugement facile, on est jugé facilement. Mm. Et alors en plus, quand tu fais quelque chose qui sort de la norme, waouh, tout ce qu'on se prend, c'est... Mon Dieu, là, par exemple, demain, on part pour le Pérou, ok? On part pour 1 mois, évidemment, on ne va pas partir juste pour un week-end, vu que c'est loin et que c'est un budget. Ma fille, elle va rater, allez, on va dire 2-3 semaines d'école, ok? Et ici, c'est l'équivalent du CE pour elle. Première question que les gens vont me poser, c'est oh, mon Dieu, l'école, comment tu vas faire? Donc après, on a la chance d'avoir, elle a une institut en fait qui est hyper ouvert sur le monde et elle a conscience qu'elle enseigne à des enfants qui viennent un peu partout dans le monde. Donc pour elle, c'est évident que si on a l'opportunité d'aller passer l'été au Pérou pour qu'elle aille voir ses grands-parents qu'elle n'a pas vus depuis 5 ans, elle comprend complètement qu'on ait envie de partir pour 1 mois au Pérou pour aller rendre visite à la famille, passer les fêtes de Noël avec eux. Mais les gens en France, en France, mais c'est aussi au Canada, hein, c'est oh, mon Dieu, mais comment tu vas faire pour qu'elle rate autant l'école? On s'arrange en fait, on trouve des solutions. Mais si de base tu te dis non parce que, en fait, si tu pars du principe que c'est non et que tu ne cherches pas de solution, tu fais jamais rien. Ouais, c'est sûr. Alors moi, je t'avoue que j'avais une autre question qui m'est venue quand tu m'as dit que vous partiez 1 mois là au Pérou. C'est vrai, j'ai pensé à l'école, mais j'ai aussi pensé avec un si petit bébé. T'as bien dû avoir ça aussi. Alors cette fois non, parce que en fait, je suis allée accoucher en France cet été. Il est né au mois d'août. Et Okay. Alors attention, accroche-toi bien. J'ai voyagé avec un bébé d'1 mois et demi. Et le voyage, je l'ai fait seule avec les 3. Je suis rentrée au Canada seule avec les 3. Waouh. Championne. Ah oui, là tu mérites une médaille. Écoute, ça s'est super bien passé, mais je l'aurais pas fait si je savais pas que ça se serait bien passé. Les grands, ils ont l'habitude de prendre l'avion, donc je savais très bien que voilà, ils savent comment faire. Il y a pas de découvrir, Ouais. ils sont parfaitement à l'aise avec ça. C'était un vol direct, tu vois, Marseille-Montréal, donc facile. Et puis 1 mois et demi, je l'avais déjà fait avec mon premier fils, donc je savais comment prendre l'avion. Avec un si petit bébé. Et en fait, moi, tu vois, j'ai des enfants cool. Un bébé à 1 mois et demi, il fait que dormir. Enfin, dormir, téter, voilà. J'ai changé 2 fois la couche, donc ça s'est très bien passé. Donc je savais que ça allait bien se passer, donc c'est pour ça que je l'ai fait, parce que mon mari devait venir pour qu'on rentre ensemble. Mais je lui ai dit, franchement, t'as vraiment envie de dépenser $2000 pour un aller-retour, alors que je suis tout à fait capable de le faire seule et que je me sens capable de le faire seule. C'est ça, donc du coup, c'est de l'argent qu'on a mis dans la cagnotte pour aller au Pérou cet hiver. Donc là, non, cette fois, je serai avec mon mari et le bébé sera plus grand. Donc oui, un si petit bébé. Trop fastoche. Et est-ce que je peux te demander pourquoi tu es rentrée accoucher en France? En fait, j'ai l'impression que mon côté hormonal prend le dessus à chaque fois que je suis enceinte. C'est rigolo, mais à chaque fois que je suis tombée enceinte, j'ai eu ce besoin de me rapprocher de ma famille. Et d'ailleurs, je pense que peu importe où je vais vivre dans le monde, pendant combien de temps je vais vivre à l'étranger, j'aurai toujours ce besoin d'être rassurée sur le fait de pouvoir revenir facilement quand je veux en France. Il y a mon côté hormonal où j'avais besoin d'être près de mes proches. Et puis cette question où je me posais, mais ici, on est tout seul, tu vois. Donc ça veut dire qu'il se passe quoi que ce soit, soit je vais me retrouver toute seule, soit les enfants vont se retrouver tout seuls. Et du coup, c'était hyper rassurant pour moi de savoir que toute ma famille était en France et que déjà, je vais être chouchoutée. Tu vois, les dernières semaines, les derniers mois où moi, je suis beaucoup moins mobile, on va dire, de savoir que papy et mamie pouvaient les amener à droite à gauche, profiter de l'été, chose qu'on n'aurait pas pu faire ici parce que mon mari continuait à travailler et puis moi, pour le coup, le dernier mois, j'étais presque alitée tellement c'était imposant. J'avais vraiment des douleurs dans les jambes et tout, donc je pouvais vraiment pas aller loin. Donc je me suis dit heureusement qu'on était chez mes parents à ce moment-là parce que j'aurais pas pu gérer les grands le dernier mois. Et puis non, voilà, comme les 2 grands sont nés en France, j'avais envie que le 3e naisse en France aussi. Non, et puis ici, tu sais, je connaissais pas du tout le système médical, comment ça se passe en maternité et tout, et je trouvais ça rassurant aussi sur ce point de vue-là. Tu vois, je suis allée accoucher à la même maternité où j'avais accouché la dernière fois, donc je connaissais les sages-femmes, je connaissais les chambres, je connaissais tout. J'avais ce besoin de me sentir rassurée. Ouais. Je vois que le temps quand même file assez vite. Il y a un petit sujet donc que j'aimerais bien qu'on prenne le temps d'aborder. C'est un peu les différences culturelles que tu aurais pu
pu noter dans l'éducation des enfants, justement. Toi, tu as grandi en France, donc ton mari a grandi en Amazonie péruvienne, donc voilà, encore quelque chose de différent, et vous vivez au Canada. C'est un joyeux bazar, tout ça, un joyeux mélange. Et bah, ça vous donne aussi la possibilité finalement de piocher dans des habitudes et des choses qui se font ici ou là et de choisir ce qui vous convient parfaitement, je trouve. C'est quand même, voilà, ça vous ouvre le champ des possibles, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, je sais pas, des petites anecdotes ou des choses que tu remarques dans l'éducation de vos enfants que vous faites pas, par exemple, je sais pas si t'as des frères et sœurs, mais qui feraient pas la même chose ou... Enfin, voilà, par rapport à d'autres enfants que vous connaissez. Alors, en fait, avec mon mari, on se compare beaucoup à nos frères et sœurs. Parce que moi, pour le coup, je suis un peu l'opposé de ma sœur. Et c'est vrai que dans l'éducation de nos enfants, alors, j'aime vraiment beaucoup la façon qu'elle a d'élever sa fille, mais il y a plein de choses que j'aurais pas fait pareil, tu vois, parce que moi, par exemple, les enfants, ils ont énormément de liberté. Depuis tout petit, on leur laisse faire leur expérience, tu vois. Mais c'est aussi ce qui les a rendus aussi autonomes. Et tu vois, on leur dit oui quasiment pour tout, mais avec cette notion de responsabilité derrière. À l'inverse, je vois que ma sœur, elle est beaucoup plus stricte, beaucoup plus voilà, carrée avec sa fille. Et mon mari, il se compare à ses frères parce que lui, bah, tu sais, quand t'es un garçon au Pérou, c'est encore très macho comme mentalité. Et donc, par exemple, à la maison, c'est lui qui fait toutes les tâches ménagères. Donc, j'ai trouvé cette perle du mari qui fait tout le temps le ménage, qui fait tout le temps la vaisselle. Donc, c'est vrai que, tu vois, cette charge mentale, moi, je la connais presque pas parce que c'est hyper bien réparti entre nous deux. Et c'est vrai que quand il se compare à ses frères, tout ce qui est lié à l'éducation des enfants, ils connaissent pas, quoi. C'est la maman qui gère. Voilà, c'est la maman qui gère la maison, la maman qui gère les enfants. Le papa, il est là pour ramener de l'argent, pour nourrir la famille, point. Et c'est vrai que quand on va au Pérou, c'est très lourd pour moi ça, parce que je passe pour une mère indigne qui ne veut pas s'occuper de ses enfants parce que le papa s'implique. Et je trouve que lui, il est hyper épanoui dans son rôle de papa parce que, ben, tu vois, il peut vraiment avoir un impact sur l'éducation des enfants. Et puis les enfants sont hyper contents d'avoir un papa présent, quoi. Tu vois, un papa qui joue. En plus, c'est un papa enfant, hein. Donc il joue comme un enfant. Il adore les enfants en général. Donc il adore prendre soin du bébé. Il adore jouer avec eux. Et surtout, il adore faire découvrir sa culture. Enfin, tu vois, c'est une opportunité incroyable, tu vois, pour lui d'être actif dans l'éducation des enfants. Chose qu'il n'aurait pas vécu s'il était resté au Pérou. Tu vois, il y a une anecdote dont je me souviendrai toute ma vie. La dernière fois qu'on était au Pérou, donc on était chez mes beaux-parents. Donc par habitude, il débarrasse la table pour faire la vaisselle. Et sa maman lui a dit « Ah mais non, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? T'as pas fait toutes ces études pour t'occuper de la vaisselle. » Ah ouais. Mais du coup, je trouve qu'on s'inspire, tu vois, l'un de l'autre parce que moi, j'apporte un peu le côté, j'apporte un peu quand même de cadre dans tout ce bazar. Mais lui, il m'apporte le côté liberté, lâcher prise, tout ça. Et en fait, je trouve que c'est vraiment nos différences culturelles qui fait que aujourd'hui, on a envie de la même éducation pour nos enfants. Et je trouve ça chouette que malgré nos différences culturelles, on arrive quand même, tu vois, à tomber d'accord sur ce qu'on veut pour nos enfants et ce qu'on veut pour notre avenir en tant que famille. Et je trouve que c'était pas gagné quand même en venant de deux mondes aussi différents, d'arriver à conjuguer tout ça et à trouver une harmonie dans tout ça. Et est-ce que c'est facile au Canada de lâcher prise un peu et de donner de la liberté à ses enfants? Alors la liberté, je dirais oui, même plus qu'en France parce que t'as beaucoup plus de sécurité, tu vois, au Canada par rapport à la France. Donc les enfants, tu peux les laisser jouer dehors dans la rue. Notre fille, elle va toute seule à l'école, elle rentre toute seule de l'école. On sait qu'il y a aucun problème à ce niveau-là. Donc oui, au Canada, on trouve que c'est plus facile de trouver cette liberté parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de sécurité par rapport à la France et chose qu'on n'aurait pas eu non plus au Pérou. Et en fait, comme on est dans un pays neutre, on se sent jugé par aucune famille, tu vois. Ouais. Parce que sans qu'on s'en rende compte, c'est vrai que les familles prennent part aussi à l'éducation des enfants. Donc, tu vois, ils ont envie de s'impliquer, d'être présents pour les enfants. Donc, c'est normal qu'il y ait aussi cette forme de jugement quand on fait quelque chose qui leur plaît pas. Donc, du coup, le fait d'être au Canada dans un pays neutre, ça fait que on fait absolument ce qu'on veut sans être critiqué, sans avoir de remarques ou de questions, parce que parfois je me demande si ça vient pas de nous, de notre culture française, qu'on se sente jugé. Ouais. Parce que je me dis des fois, bon, ok, je me suis pris soit une remarque, soit une question, je me dis mais, comment ça se fait, comment elle se permet, etc. Après,
Bon, voilà, peut-être qu'on n'est pas obligé de le prendre comme un jugement. Je me demande si ça vient pas aussi de notre éducation. Je sais pas trop, ce truc de jugement. Ça revient souvent et puis je le vois aussi dans ma vie, tu vois. Ouais. Mais c'est peut-être juste aussi, enfin peut-être pas juste, mais ça vient aussi peut-être de la manière dont on perçoit les choses. Et c'est vrai que là, il y a peut-être quelqu'un qui va te dire ah tiens, tu fais ça comme ça, et tu vas pas le percevoir comme un jugement, mais vraiment juste comme une interrogation du fait que de toute façon vous êtes différents. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, ouais. Parce que c'est vrai que une même question, je l'interpréterais pas de la même façon si ça venait de ma mère, par exemple, ou de la voisine. Ouais, voilà, exactement. Mais en plus, j'ai remarqué que j'avais vraiment un travail à faire sur moi, sur ça, sur le regard des autres, il faut vraiment que j'apprenne à m'en ficher complètement d'être jugée, parce que de toute façon, on est jugé. C'est juste que c'est à nous de décider qu'on s'en fout. Mais je trouve ça quand même plus facile depuis que je suis au Canada. Depuis qu'on est là, on a vraiment notre petite bulle à nous. Tu vois, on partage uniquement ce qu'on a envie de partager. Et en fait, on se sent beaucoup plus libre d'être nous-mêmes en fait ici, que ce soit mon mari ou moi. Puis bien sûr ça se sent sur les enfants aussi, mais c'est ça, le fait d'être loin, ça nous aide beaucoup. Ouais. Est-ce que parfois quand même vous vous sentez seule? Écoute, pour l'instant je l'ai pas ressenti. Même tu vois, pour les fêtes l'an dernier, j'aurais pu sentir ça. Mais je pense que, tu sais, comme on est ici aussi parce qu'il y a le fils aîné de mon mari, il y a aussi ça qui est important pour nous, c'est de se dire oui, on est loin, mais il y a Gabriel, tu vois, parce que on profite quand même beaucoup de lui. Moi, j'ai ma cousine qui vit pas loin aussi, qui a aménagé ici il y a 8 ans, je crois maintenant. On se voit pas beaucoup, mais psychologiquement, le fait de savoir qu'elle est là, ça change tout. Et puis après, en fait, je suis en permanence sur WhatsApp à parler à mes parents, à ma sœur, à mes copines. Donc en fait, je ne ressens pas du tout cette solitude. En plus, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont plus faciles à dire aussi en passant par WhatsApp. Tu vois, vraiment, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire les choses en parlant. Alors qu'à l'écrit, ça passe tout seul, mais... Bon, je vais te libérer, Claire. Franchement, merci beaucoup. J'ai pas vu le temps passer. On a fait un super voyage. Mais là, tu te fais rappeler à l'ordre. Il y a un petit bébé de 3 mois qui a faim. Voilà, il a faim. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour ton partage, pour ton témoignage. Merci à toi, Floriane. Et puis, je vous souhaite de très belles vacances au Pérou. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Léon nous a rappelé à l'ordre, et surtout sa maman, parce qu'il avait très faim, mais il était grand temps pour nous de clôturer cette conversation. Je sens qu'on aurait pu discuter encore très longtemps avec Claire. J'ai personnellement beaucoup aimé le regard de Claire sur ce que leur vie au Canada leur permet de faire et de mettre en place pour leur famille, le fait de vivre en terrain neutre. Elle m'en avait parlé un tout petit peu quand on avait échangé par message, préparé l'interview, et c'est tout de suite quelque chose qui m'avait interpellée. Je suis vraiment contente de l'avoir entendu un petit peu plus longuement sur ce sujet. C'est un témoignage que j'ai trouvé vraiment passionnant. J'espère que vous aussi, que cet épisode vous a plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify, à nous laisser un petit commentaire, à partager cet épisode autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout simplement auprès de votre entourage dans la vraie vie, ça marche aussi. Un très très grand merci. Et bien sûr, je vous invite très chaleureusement à offrir ou à commander pour vous-même le livre de Claire, Les voyages extraordinaires de Mia et Noé, un roman jeunesse pour vos enfants à partir de 9-10 ans et pour tous les adultes qui ont gardé cette petite part d'enfance en eux. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!